Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet essentiel, mais dont on parle assez peu, la sécurité dans les services de psychiatrie. C'est vraiment la priorité numéro un, autant pour les patients que pour le personnel soignant. On va donc voir ensemble quelles sont les méthodes bien concrètes que les professionnels utilisent pour garantir cette sécurité au jour le jour. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est comment est-ce qu'on fait pour assurer la sécurité dans des environnements qui peuvent être sous haute tension. La réponse, ce n'est pas une question de feeling ou d'intuition, non. C'est un processus hyper structuré, un processus d'évaluation des risques. Allez, on regarde comment ça marche. Et au cœur de tout ça, il y a un concept vraiment central. Quand un professionnel parle de risque de violence, il faut bien comprendre que ce n'est pas du tout un jugement sur la personne. C'est un terme clinique, un peu comme un diagnostic. Et forcément, qui dit terme clinique, dit définition bien précise. Voilà la définition, telle qu'elle est posée dans le milieu médical. Le risque de violence, c'est la probabilité qu'un patient adopte un comportement agressif. Et le mot le plus important ici, c'est vraiment probabilité. On n'est pas en train de jouer les devins ou de prédire l'avenir, hein. Il s'agit d'évaluer une situation à un instant T. Et cette évaluation, elle a un double objectif. Protéger les autres, bien sûr, mais aussi protéger le patient de lui-même. Donc pour résumer un peu, on voit bien que l'évaluation du risque, ce n'est pas de la magie. C'est une démarche méthodique, une sorte de protocole si on veut. Et tout ça s'inscrit dans un cadre très strict, à la fois psychiatrique et médico-légal. L'idée, encore une fois, ce n'est jamais de porter un jugement personnel, mais bien de mettre en place des mesures de protection pour tout le monde. Bon, maintenant, la question c'est concrètement, comment on fait? Eh bien, les professionnels agissent un peu comme des enquêteurs. Ils sont à la recherche d'indices. Et il y a deux grandes familles d'indices. D'un côté, il y a ce qu'on appelle les facteurs de risque, c'est un peu le contexte, l'historique. Et de l'autre, il y a les signes d'alerte immédiats, c'est-à-dire ce qui se passe là, tout de suite. Et ce tableau, il illustre ça très bien. À gauche, on a les facteurs de risque à long terme. Les antécédents de violence, certains troubles, la consommation de substances, c'est le background de la personne. Et à droite, les signes d'alerte immédiats, l'agitation, les menaces, une tension musculaire visible. C'est ce qu'on observe en direct. Toute la subtilité de l'évaluation, c'est de ne pas regarder ces deux colonnes séparément, mais de les croiser. Un facteur de risque tout seul, ce n'est pas forcément alarmant. Mais si on y ajoute un ou deux signes d'alerte, là, la situation change complètement. Et alors, qui est sur le terrain, en première ligne, pour faire ce travail d'observation? Eh bien, c'est le personnel infirmier. Son rôle est absolument fondamental. Il ne s'agit pas seulement de regarder, mais aussi d'anticiper et d'agir en prévention. On voit ici que ce n'est pas du tout un rôle passif. C'est un vrai processus très dynamique, en 5 étapes. Ça commence avec l'observation, une observation continue, la plus objective possible. Ensuite, il y a le recueil d'infos, puis la transmission hyper rapide de ces infos à toute l'équipe médicale, vient l'application des protocoles de prévention et enfin la participation à la prise de décision. C'est vraiment une boucle, un cycle qui tourne en permanence pour garantir la réactivité et la sécurité. Et il faut bien le souligner, tout ce travail ne se fait pas au hasard, juste à l'instinct. Non, il repose sur des outils bien précis, des outils standardisés et surtout sur un énorme travail d'équipe. C'est d'ailleurs ce que les documents sources mettent vraiment en avant. Alors, c'est quoi ces outils concrètement? On parle par exemple de grilles d'évaluation qui permettent d'avoir une analyse un peu uniforme, standardisée. On parle aussi d'entretiens cliniques structurés pour être sûr de couvrir tous les points importants. Et bien sûr, l'analyse du dossier médical et judiciaire. Mais en réalité, l'outil le plus important, le plus puissant, c'est le travail d'équipe, la collaboration. Personne ne prend une décision dans son coin. C'est le croisement des regards de toute l'équipe pluridisciplinaire qui va rendre l'évaluation vraiment solide. Ok, on a vu le comment. Mais maintenant, le pourquoi. Pourquoi mettre en place tout ce processus, toute cette rigueur? Quels sont les bénéfices au bout du compte? Et ça, c'est peut-être le point le plus important de tous. Les bénéfices, ils sont limpides. D'abord, ça permet tout simplement de mieux anticiper, de voir venir les crises et souvent de les désamorcer avant même qu'elles n'explosent. Ça rend aussi les observations cliniques beaucoup plus objectives. Et la conséquence directe de tout ça, c'est une vraie diminution des incidents et des agressions. Au final, le grand gagnant, c'est l'environnement de soins. Il devient plus sûr, plus serein et donc plus thérapeutique pour tout le monde, que ce soit pour le personnel ou pour les patients. Franchement, si on devait retenir une seule chose, une seule phrase, qui résume tout ce qu'on vient de dire, ce serait celle-là. L'évaluation précoce réduit les risques de violence. C'est aussi simple que ça. Tout repose sur ce principe d'anticipation. C'est vraiment la pierre angulaire de la sécurité en psychiatrie. Et tout ça, ça nous amène à une dernière petite réflexion. Cette capacité à évaluer, à anticiper, c'est une compétence qui est souvent complètement invisible pour le grand public. Et pourtant, on l'a vu, elle est absolument vitale. Et ça ouvre une question un peu plus large, non? Quelles sont toutes ces autres compétences, tout aussi essentielles mais discrètes, qui font le cœur du métier d'infirmier ou d'infirmière aujourd'hui?
C'est une question qui, je pense, mérite vraiment qu'on s'y attarde.